Bonjour tout le monde. Nous allons commencer un cours de présentation concernant l'établissement d'un prévisionnel financier. Alors elle est de vous faire voir en quelques minutes. J'espère on dépassera pas la quinzaine de minutes, la vingtaine de minutes pour ce cours sous une version encore une fois flash. L'idée c'est de vous présenter un prévisionnel financier dans le cadre de la création d'une société civile immobilière, donc société civile à caractéristiques immobilières. Le projet étant que nous sommes sollicités par un client, alors vous êtes sollicité plutôt par un client en vue, ce client il a un projet d'achat d'un bâtiment pour une société qu'il exploite à côté, et l'idée c'est de financer tout ou partie de l'emprunt, voir si on peut coupler avec un apport. Donc toutes ces hypothèses-là, on va les traduire au sein d'un outil qu'on utilise pour nous établir nos prévisionnels et que vous aurez peut-être l'occasion d'utiliser, même si il y a des outils qui sont disponibles en version free sur le web qui s'appelle notamment Fizi. C'est un très bon outil pour ce qui est notamment des prévisionnels assez basiques de type SCI classique avec un remboursement d'emprunt, un loyer, quelques charges fixes, une dotation aux amortissements, etc. Donc je vous invite à consulter notamment ce fameux fichier physique qui est disponible gratuitement sur la toile, qui vous permettra d'établir de bonnes premières ébauches de prévisionnel. Donc on y va tout de suite. Donc nous, le logiciel qu'on utilise, il s'appelle RCA. Donc RCA, c'est une suite de logiciels de gestion avec plusieurs modules. Tout ce qui est évaluation, bilan imagé, prévisionnel, etc., etc. Donc nous, on va s'intéresser au module prévisionnel. On va vraiment faire de bout en bout. Bon, là, c'est quelque chose qui va être très simple, hein. On va avoir un emprunt pour financer l'acquisition, on va avoir un loyer, on aura une dotation aux amortissements, j'y reviendrai là-dessus, on aura quelques charges fixes, et on verra comment tout ça ressort, tout ça se traduit notamment en trésorerie, mais aussi en compte de résultat, en bilan. Le plus important, c'est de regarder le prévisionnel de trésorerie sur une SCI pour voir où vous en êtes. Donc c'est parti, donc je lance le logiciel RCA tout de suite. Donc on est sur un prévisionnel, on est sur un nouveau dossier, dossier vierge. Alors c'est une création d'activité. La date de début, on va la faire démarrer au 1er janvier 2021 pour être simple. On sera sur une clôture au 31 décembre 2021. On va volontairement prendre des exemples assez simples. Et on va donc durée de l'exercice 12 mois. Donc pour rappel, vous pouvez avoir des périodes enfin, concernant le premier exercice, vous pouvez avoir des périodes qui peuvent être plus ou moins courtes que 12 mois. Admettons qu'on ait lancé la société en novembre 2020 ici et que je souhaite clôturer mon premier exercice au 31 décembre 2021. Vous auriez un exercice de 14 mois, novembre-décembre 2020 et les 12 mois de l'année 2021. Donc j'aurais pu ici cocher 14 mois et on serait revenu sur un exercice de 12 mois à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 et 2023, etc. Bon, là, dans l'exemple, on va faire simple. On va dire 1er janvier 2021, démarrage de l'exercice. On est sur un exercice donc, de 12 mois, donc clôture 31 décembre 2021. Et on va projeter notre étude sur 5 exercices. Donc création d'activité. Alors on va être sur une société civile immobilière. La particularité qu'on va voir ici, ce sera une société civile immobilière soumise à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Alors je m'y attarde, je m'y attarde 3 secondes. Donc deux grands choix, on va dire, en termes de société civile sur la partie IRIS. Donc vous pouvez l'imposer à l'impôt sur le revenu, c'est le schéma classique, hein. Monsieur, madame, deux personnes physiques qui créent leur SCI, font un peu de locatif sur du particulier par exemple, ils créent leur SCI à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, pardon. Donc c'est ce qu'on voit couramment, ça peut s'avérer être pas la meilleure solution en termes d'impact fiscal particulier, d'impôt sur le revenu. Ça génère pas mal de, Ça peut générer, pardon, alors, évidemment, il faut faire une étude, mais ça peut générer pas mal de surcoûts fiscaux, notamment en termes de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu. Mais ça dépend en fait
de votre taux marginal d'imposition. Et le taux marginal d'imposition, il dépend des revenus du foyer fiscal. Donc monsieur, madame, est-ce qu'ils ont des enfants? En fonction de leur niveau de salaire, de leur niveau de rémunération, enfin voilà, c'est vraiment en fonction de leurs caractéristiques personnelles. Donc nous, dans notre exemple, on a déjà fait cette étude préalable et on sait que notre porteur de projet, il part sur une SCI à l'IS euh, pour que la rentabilité ou la non-rentabilité de la future SCI, elle n'ait pas d'impact sur sa fiscalité personnelle, du moins à court terme. Ça peut en avoir une évidemment à plus long terme, à moyen long terme en fonction de est-ce qu'il y a une revente du bien, des dividendes, etc. Donc on va être sur un gérant majoritaire, il n'y a pas de salaire donc ça n'aura pas trop d'impact. Donc la partie gérant minoritaire, dirigeant salarié en SAS ou gérant minoritaire, ça a bien sûr des impacts en termes de statut du dirigeant, pardon. Si vous êtes sur un, si vous êtes sur un statut, on va dire TNS, donc travailleur non salarié, SARL par exemple, SARL gérant majoritaire bien évidemment, ou assimilé salarié, un président de SAS, un directeur général de SAS, etc. Bon là pas de sujet, il n'y a pas de rémunération sur la SCI, c'est vraiment quelque chose d'assez basique, tout simple. L'idée c'est de vous faire comprendre un petit peu les mécanismes d'un prévisionnel en ayant un cas pratique et qui vous permettra aussi de présenter éventuellement ça dans le cadre de votre titre professionnel, de votre dossier professionnel, pardon. Donc on ne rentre pas dans ce niveau de détail, d'ailleurs on le voit assez rarement des gérants qui sont rémunérés sur les SCI, c'est quand même assez rare, plutôt rare. On va être sur une interface développée, donc ça c'est vraiment en lien avec l'outil RCA. On aura comme ça une vision un peu plus complète de la trésor. Donc moi je pars souvent en développé, mais ça peu importe. La TVA, là ça va être quelque chose d'assez simple puisque c'est une SCI. Alors il y a le choix sur la SCI, il y a le premier volet, on va dire, c'est IRIS, impôt sur le revenu, impôt société. Bon, là, on a vu qu'on partait sur une société civile immobilière qui optait, alors c'est une option, attention, hein, c'est l'option pour l'impôt sur les sociétés, j'y reviens 3 secondes. Comme son nom l'indique, c'est une option et donc ça suppose d'opter auprès de l'administration fiscale. Sinon, vous n'êtes pas d'office à l'impôt sur les sociétés. Et le deuxième choix, donc une fois qu'on a tranché sur IRIS, vous pouvez vous interroger sur, si vous êtes sur du professionnel notamment, soumettre la location professionnelle, pardon, soumettre la SCI à la TVA. Toute ou partie d'ailleurs, mais là, alors là, dans notre exemple, c'est une SCI qui ne sera pas à la TVA. Donc il n'y a pas de sujet. L'intérêt de souvent soumettre une SCI à la TVA, c'est quand vous avez une grosse partie travaux, où il y a beaucoup de travaux à réaliser et qui seront portés par les SCI, ce qui vous permet de récupérer toute la TVA sur la partie travaux. La contrepartie, évidemment, c'est que vos loyers sont fiscalisés à la TVA. Donc c'est un calcul à faire entre la récupération de la TVA en amont quand vous faites des travaux qui sont portés par la SCI et du coup les 20%, les 20% de loyer en plus qui sont facturés aux locataires tout au long de la location, quoi, une fois que les travaux sont effectués. Donc ça encore, ça doit être déterminé en amont, hein. C'est vraiment des critères hyper important quand vous choisissez de créer une SCI. Si vous faites du pro, donc si la SCI elle a vocation à louer un immeuble à destination d'une entreprise, et donc là on peut se poser la question de soumettre la SCI à la TVA, et du coup c'est toutes ces questions que vous devez vous poser. Donc là il n'y a pas de TVA, donc voilà, il n'y a pas de sujet. Les délais de règlement, alors ça, ils sont importants. Donc, comme on est sur une SCI, les loyers vont être payables d'avance. Donc, l'encaissement sur vente, les délais de règlement sur nos ventes, il va être de 0 jour. Donc, ça, c'est plutôt un bon point en termes de trésor. C'est-à-dire qu'on va facturer le loyer d'octobre au 1er octobre ou au 30 septembre, le loyer de novembre au 31 octobre ou au 1er novembre. Donc, on n'a pas de BFR sur la partie encaissement des loyers. Fournisseurs sur achat, bon, il y a très peu d'achats, mais on va les mettre à 30 jours. Enfin, il n'y a pas d'achat d'ailleurs. Et les fournisseurs sur frais généraux, pareil, on va les mettre à 30 jours. On va faire du grand classique. Effectif moyen, il n'y a aucun salarié. Et puis les taux de cotisation patronale, alors vous voyez que par défaut, il vous met un 22,45.
Bon, c'est vraiment des taux qui sont proposés, hein. Charge à nous après de les affiner en fonction. Alors tout ça c'est personnalisable après. On peut l'ajuster dans l'outil quand on va rentrer dans le concret en fonction en fonction de la typologie de salarié, si c'est du haut salaire, du bas salaire, du contrat aidé, ce genre de choses, un apprenti, un contrat de professionnalisation. Donc là, on va laisser sur du 22,45, on s'en fiche entre guillemets, puisqu'on sera sur un prévisionnel encore une fois très simple où il n'y a pas de salarié. Donc on peut laisser 22, 45, 78 ou 0, ça n'aura aucun impact. On n'est pas sur du TNS, donc pareil, on va pas s'attarder sur cette partie-là. Et du coup, je pense qu'on a fini les premiers paramétrages en lien avec ce dossier. Qu'est-ce qu'il me dit? Veuillez indiquer le régime social. Régime social, ah oui, comme on est sur NSCI, on va quand même lui indiquer notre régime social. Alors ça, c'est en fonction c'est fonction des différentes caisses que vous pouvez avoir selon le statut du dirigeant. Bon, la CARM, c'est tout ce qui est médecin. La CAVEC, c'est les experts comptables. En fait, c'est toutes les caisses de retraite qui sont en lien avec des professions réglementées ou pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est toute la panoplie de caisses de retraite que vous pouvez avoir. Alors peut-être pas toutes d'ailleurs, mais enfin une bonne partie des caisses de retraite. Donc lui, on va lui mettre commerce. Encore une fois, ça n'a pas d'importance puisque il n'y a pas de, il y a pas de salaire, donc il n'y aura pas de cotisation sociale sur la SCI, donc on s'en fiche un petit peu. Voilà. Donc il m'a lancé la création de mon dossier. On commence à rentrer tout un tas de paramétrages en lien avec le nom de la société, son adresse. Donc là, je vais l'appeler raison sociale SCI. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Donc, il y a une liste déroulante, on va aller voir ce qu'il nous propose. Mais normalement, il va nous le proposer. Voilà, SCI, donc Société Civile Immobilière. Société Civile Immobilière, comment? Alors, j'ai plus le nom en tête, mais on va lui donner un nom. Puisque du coup, je vais pas donner le vrai nom. Donc, SCI du Nord. Allez, activité, location immobilière. Le responsable, monsieur, allez, Valentin du TOT. Bon, alors je vais pas mettre moi parce que du coup ça va ressortir moi en client et moi en expert comptable, donc ça n'aurait pas de sens. Je vais mettre Alain Tolo. Ok, il sera gérant ce monsieur. Voilà, il habite au 10 rue de Babette, 80 000 Amiens. Voilà, et on est pas mal sur cette partie-là. Donc ça c'est assez facile. L'étude, le statut juridique. Alors en fait là il vous propose aussi justement toutes les questions qu'on s'est posées en amont, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, la TVA, pas la TVA. Le logiciel il propose des questionnaires bon, qui valent ce qu'ils valent, hein. Ils sont pas, ça remplacera pas bah, votre jus de cerveau entre guillemets et vos connaissances mais qui vous permettent de vous poser déjà un certain nombre de questions quant au statut juridique et quant à la fiscalité de la structure. Donc nous on s'en sert assez peu parce qu'on a d'autres outils à côté qui nous permettent de justement quadriller un peu la structure juridique, la fiscalité pour aboutir à une solution clé en main qu'on propose aux dirigeants. Mais sachez que ça existe. Bon là je vais pas vous les présenter. Donc on revient sur notre premier exercice janvier 2020, 1er janvier 2021, on va être sur une projection à 5 ans, donc 5 exercices, donc jusqu'au 31/12/2025. Les paramètres par défaut, donc c'est ce qu'on a rempli juste avant, donc il nous les remet ici. Donc là-dessus, j'ai pas plus à dire. Sur l'investissement, alors l'investissement ici, il va être assez simple. On est sur un bien qui vaut 225 000 euros. Voilà, donc là, on est sur un bien qui vaut 225 000 euros. On va le décomposer. Alors, pareil, là, pour l'exemple, je vais vous le faire assez simple. On va juste ventiler la partie terrain et la partie construction. Donc, juste deux blocs pour distinguer l'amortissable et le non amortissable. Quand on fait un prévisionnel comme ça, il convient quand même normalement de quoi? Oui, de gérer la partie composant sur la partie construction, c'est-à-dire que la partie construction, donc amortissable, doit être scindée
corps de métier, si je puis dire, ce qu'on appelle en composant, qui vous permettent ensuite de déduire, ce qui vous permet ensuite de déduire des durées d'amortissement qui sont propres à chaque lot. Le gros œuvre, la partie agencement électricité, la partie menuiserie, ce genre de choses. Donc là, je vais pas le faire, sinon on aurait une dizaine de composants et l'idée que ça soit rapide, c'est que ça soit rapide. Et déjà, j'ai l'impression que j'ai pas mal parlé. Donc je vais juste vous scinder la partie terrain et la partie construction. Alors attention, c'est quand même une zone de risque. Euh, Certains chefs d'entreprise auront tendance à minorer la valeur du terrain sur leurs biens pour maximiser la partie construction et donc amortissable pour créer du déficit et du coup ne pas payer d'impôt sur les sociétés. Donc ça c'est une zone de risque par rapport à un contrôleur, par rapport à l'administration fiscale, pardon, c'est quelque chose qu'elle va regarder. Si vous conférez, sur un bien qui vaut 100, que vous mettez 5 en terrain et 95 en construction, en cas de contrôle fiscal, il y a de fortes chances, à moins de le justifier, hein, avec une étude, on va dire, du foncier, de la zone géographique, ce genre de choses. Mais sinon, il y a de fortes choses que ça soit mis en cause par l'administration fiscale en pratiquant donc des amortissements qui sont injustifiés et du coup une augmentation de la base taxable à l'impôt sur les sociétés par la diminution des amortissements et du coup un redressement d'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est des points de vigilance que vous devez avoir quand vous devez ventiler un prix d'acquisition, la partie terrain non amortissable et la partie construction amortissable. Donc là, on a dit qu'on était parti sur un bien à 225 000. Pour l'exemple, je vais faire simple, je vais faire 30% en terrain. Hop, terrain. Donc ça, je vais mettre corporel. Donc 675 000, donc 225 000, 67 500, pardon. 67 500 au titre du terrain. Et donc c'est les 30% de 225 000. Et puis, alors c'est pas une nouvelle catégorie, ça doit être une nouvelle ligne, pardon. Voilà. Et la partie construction, encore une fois, hein, il conviendrait de détailler cette partie construction par composant pour avoir des durées d'amortissement qui soient spécifiques. Gros œuvre 40 ans par exemple, agencement, enfin électricité 20 ans. Tout ça, vous avez des bases, hein, au niveau du BOFIP, donc au niveau de l'administration fiscale, il y a des durées d'amortissement par composant qui existent et qui sont normalement communément admises par l'administration fiscale. Donc nous on va partir sur une construction, donc le sol, donc 225 000 on a dit à 70%, donc ça fait 157 500. Donc vous voyez qu'ici on retombe bien sur nos 225 000 de financement. Et on va être sur du linéaire et on va partir sur du 25 ans. Durée 25 ans, très bien. TVA on a dit qu'il n'y en avait pas. Et le terrain, pas de TVA. Ok, on va tout de suite passer côté charge. Alors, hop, on a décidé que les frais de notaire, ils s'évaluent sur 225 000 euros, on les évalue à peu près à 18 000 euros, donc c'est 8% 8% des 225 000, c'est généralement ce qui se pratique, hein. Donc on va les évaluer à 18 000 euros. Et du coup, nous, on a fait le choix enfin, le chef d'entreprise plutôt fait le choix de ne pas les porter sur la valeur de l'immobilisation, mais de les passer en charge directement. Donc, on va sur notre petit pavé charge. Donc, vous avez vu, hein, vous avez toute une partie à renseigner. Alors, on ne renseignera pas tout, mais il faut à minima là sur la SC vous intéresser aux investissements, au financement, on verra après, à l'activité, ça sera les loyers, les charges. Donc ça c'est tout ce qui est charges externes, ce qu'on appelle plus communément les frais généraux. Donc on va tout de suite penser à nos frais de notaire, et ça va faire le lien avec nos autres charges. Nos frais de notaire, on va les mettre, hop. Alors ils vont peut-être pas être là. Autre charge peut-être. Charges financières, charges à payer, ils sont pas là. Où est-ce qu'ils sont? Pour moi, ils étaient là. Cotisation. Alors c'est curieux, je les trouve plus. Parce que je vais pas tout mettre en honoraires.
Charge exceptionnelle. Ah, ils sont là, ok. Donc impôts locaux, droits de mutation, donc nous ça sera ici. Donc les droits de mutation, donc on a dit 18 000 euros, les 8% des 225 000. Donc sachant que là encore il conviendrait de ventiler une petite partie enfin une partie en droit de mutation, une partie en honoraire du notaire. Très sincèrement, ça ne va pas changer la phase du résultat d'exploitation. Donc, sachez juste que dans ce que vous appelez communément les frais de notaire, dans les 8%, en gros, vous avez une partie, bah, vraiment les honoraires du notaire, mais vous avez une grosse partie qui correspond à tout ce qui est droit. Donc, c'est des impôts, hein, concrètement. Donc, nous, on va tout mettre en droit de mutation. Donc, on a dit 18 000, comme ça, et ça, c'est payé tout de suite en février 2021. Ok, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on finançait un bien à 225 000 euros, qu'on avait nos 18 000 euros de frais de notaire, et que bah, on se pose la question de comment financer tout ça. Donc on en est à combien? En besoin de financement, on a 225 000 plus 18 000 à financer, on a 243 000 euros à financer. 225 000 plus 18 000 de frais de droits d'enregistrement et honoraires du notaire. Donc on a 243 000 euros à financer. Et ces messieurs, ils nous ont dit à chaque fois je me fais avoir, environ 20 000 euros de travaux à financer. Hop, voilà. Travaux. Alors pareil, hein, il faudrait quand même le détail des travaux pour être un peu plus précis. Pour pareil faire des lignes pour avoir des durées d'amortissement qui soit en corrélation avec la nature des travaux. Donc là, on n'a pas cette notion de détail. Donc on va partir sur des travaux qu'on va amortir sur la durée de la construction. On pourrait peut-être on pourrait même les diminuer un peu, mais allez, on va être prudent fiscalement. On va tout amortir sur 25 ans. Et du coup, on a bien en investissement notre terrain, notre construction qui fait nos 225 000 et nos 20 000 euros de travaux. Donc ça, c'était 20 000 euros TTC, puisque je vous rappelle, on ne récupère pas la TVA. Donc on a un besoin de financement de 245 000 euros. On va regarder comment on le finance, ce besoin de financement. Donc vous avez un capital social. Donc le capital social de la SCI, elle a été créée, capital, il est de 1000 euros, donc capital, petit capital. Ce qui n'a pas d'impact, puisque l'idée des... Ce qui n'a pas d'impact, si, ça a un impact, mais ce qui n'a pas d'importance ici. Mais du porteur de projet, c'est bien entendu de financer le plus possible via emprunt, en couplant quand même le capital à un petit apport en compte courant, on va le voir. Donc comment il finance? Donc on a dit 1000 euros de capital social, ils mettent un apport en compte courant, hop, compte courant d'associé de 20 000. Donc en gros, ils financent les travaux. Donc compte courant d'associés pour rappel, hein, donc les actionnaires ou les associés, donc là on va parler d'associés puisqu'on est sur une société civile, peuvent financer de plusieurs façons, mais dont deux principales. Donc l'apport en capital, donc là les apports constitutifs sont de 1000 euros comme on l'a dit, mais ils peuvent aussi mettre à disposition de la société ce qu'on appelle des sommes en compte courant d'associés, et ces sommes qui sont laissées en compte courant d'associés, là, ils sont projetés à 20 000 euros. Donc l'actionnaire, enfin l'associé, pardon, va apporter en plus de ces 1000 euros 20 000 euros de compte courant qui vont être versés sur le compte de la SCI. À la différence, pour rappel, à la différence du capital social, c'est ce compte courant d'associé, c'est une dette qu'a l'entreprise envers ses associés ou ses actionnaires. C'est-à-dire que quand l'associé souhaite récupérer ses 20 000 euros, alors je vous passe le cas de la convention de blocage, etc. Il peut aussi y avoir une rédaction d'une convention de blocage des comptes courants d'associés qui est rédigée entre l'associé et la société. Cette convention de blocage, elle vise à dire que bah, Monsieur X, en tant qu'associé, apporte une somme à la société Y et qu'il s'engage à ne pas demander son remboursement. Donc le compte courant est bloqué pendant une durée de X années, X mois. C'est des conventions qui sont généralement réclamées par les banques quand vous réclamez un financement bancaire.
Bon là, il y a pas, on est sur des petites opérations, donc il y a pas de sujet avec des conventions de blocage. Donc je reviens à mes moutons entre guillemets. Donc il y a un compte courant d'associé, donc 20 000 euros de compte courant d'associé. L'intérêt de ce compte courant d'associé, c'est qu'il reste disponible pour l'associé. Le jour où il y a suffisamment de trésorerie dans la société, l'associé peut récupérer son argent. Il est en droit de réclamer son argent à la société et dans la mesure du possible, donc dans la mesure de ses capacités de trésorerie, elle peut lui renvoyer ses 20 000 euros. Sachez aussi que ces 20 000 euros de compte courant d'associé, ils sont rémunérés selon un taux maximal qui est déterminé chaque année par l'administration fiscale. Voilà. Donc comment on finance? On a dit qu'on avait un besoin de financement qui s'élevait à 245 000 plus nos 18 000 de droits de mutation, ce qu'on a mis ici. Rappelez-vous qu'on avait donc 263 000 euros à financer et qu'on pour l'instant on finançait avec un capital social de 1000 euros, donc quasiment rien, et un apport en compte courant de 20 000 euros. Donc il nous restait, si on fait nos 245 plus nos 18 qui font 263 moins nos 21, il nous reste 242 000 euros à financer. Sachant que on a eu l'information, emprunt plutôt. Donc, ces gens-là, ils se sont rapprochés de la Banque Populaire du Nord et d'autres banques d'ailleurs, hein. On s'en fiche, que ce soit la Banque Populaire du Nord, je fais pas de pub, on va mettre banque X, voilà, je fais pas de pub, et qu'ils ont un accord de principe sur un prêt à 250 000 euros qui sera décaissé au 1er janvier 2021 dès qu'ils auront signé. Donc on va aller dans le détail, oui, ça va nous permettre de voir ce qu'on lui rentre. Donc vous allez rentrer tout simplement le montant du prêt, le taux, alors là on est sur un taux à 1,20, voilà. Et du coup, la durée, c'est notamment ça qu'on va faire, qu'on va faire, qu'on va faire bouger, parce que en fonction du loyer et des capacités de remboursement de la SCI. Donc pour l'instant, on va être sur un emprunt à 15 ans, donc à 180 mois. Hop. On mettra pas de différé. Donc retenez que vous pouvez avoir du différé si vous vous dites ok, ben moi je prends un emprunt sur 15 ans, mais je ne vous rembourse monsieur le banquier qu'à compter que dans 6 mois. Vous pouvez avoir 6 mois de différé. Très utilisé dans le cadre des porteurs de projets sur une société d'exploitation, moins sur l'immobilier, mais ça peut être le cas aussi. Ça vous permet de voir un peu comment se lance votre activité et d'emmagasiner un peu de trésor avant de commencer à rembourser. Vous pouvez aussi avoir du remboursement in fine. Donc pendant la durée d'emprunt, 1 an, 2 ans, 10 ans, peu importe. Enfin, 10 ans c'est beaucoup, mais sur du in fine. Mais vous ne remboursez que les intérêts et en fin de période, donc in fine, vous remboursez le capital. Voilà. Le taux, on en a parlé. L'assurance, on va partir sur du allez, 0,16, admettons. Hop. Et puis on est bon. On est bon. Donc la durée, différé oui, non. Là on est sur non, terme échu classique. Périodicité, on rembourse chaque mois. On a parlé du taux à 1,20, le capital emprunté 250 000 euros et le taux d'assurance, sachant que, juste pour votre information, c'est généralement deux choix quand vous financez. Bon, vous n'avez pas le choix évidemment de vous assurer, mais vous avez en matière d'assurance, vous avez soit l'assurance proposée par la banque, généralement plus coûteuse, ou ce qu'on appelle des délégations d'assurance, solliciter d'autres assureurs en lien avec un prêt qui n'est pas effectué chez eux. C'est généralement la solution moins coûteuse, mais un peu plus contraignante en termes de lourdeur administrative, si je puis dire. Oui, ok. Donc là, j'ai financé mon emprunt à 250 000 euros, très bien. J'ai financé mon investissement avec un emprunt à 250 000 euros, du capital à 1000 euros et un compte courant d'associé à 20 000 euros. Ok. On va partir en activité. Alors le chiffre d'affaires ici, ça va être les loyers. Ça va être les loyers, sachant que les loyers, hop, vous allez changer le secteur, on va être sur du service. Voilà, le loyer. Donc le loyer, il va commencer à être versé à partir du 1er janvier 2021. Hop, on va aller voir le détail.
Et le loyer, il est de 2400 euros TTC, je rappelle, puisqu'il n'y a pas de TVA sur cette SCI. Donc je vais lui rentrer 2400 euros et on va projeter tout ça. On va projeter tout ça sur tout l'exercice. Alors, est-ce que je vais m'embêter à projeter une hausse de loyer sur 5 ans, vu les hausses ridicules qu'il y a? Alors, je sais plus où c'est. Bon, alors pour pas perdre de temps, je vais pas le faire parce que je sais plus où c'est, mais ouais, sinon je vais pas, sinon ça m'obligera à revenir année par année. Mais vous pensez à projeter évidemment les progressions de chiffre d'affaires. Là, on est parti sur 2400 euros par mois parce que le loyer, bon, bah, il sera figé sur la première année. On va partir sur pareil en N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4. Mais bon, quand vous n'êtes pas sur de l'immobilier, ou même si vous êtes sur de l'immobilier et que vous voulez tenir compte d'une progression des loyers dans le temps, pensez à le faire. Mais la chose la plus importante sur laquelle vous devez vous interroger, c'est voilà, c'est voir un petit peu comment vont évoluer votre chiffre d'affaires pardon, dans le temps. Là, on fait un prévisionnel d'une SCI, c'est assez simple. Demain, si vous faites un prévisionnel pour une société d'exploitation, avec une projection à 3 ou 5 ans, bah, il n'est pas rare que vous constatiez forcément une progression de chiffre d'affaires en fonction du développement de la société. C'est même plutôt le but. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez être très vigilant en tant que demain professionnel bah, chargé d'établir des prévisionnels financiers. Donc là, encore une fois, c'est assez simple. On part sur un loyer à 28 800 euros par an. Il n'y a pas de notion de marge puisque bah, c'est 100% de marge, hein. La marge, c'est quand c'est si vous étiez par exemple sur une activité de négoce, vous achetez un produit 100, on va le faire ici pour l'exemple, et puis vous êtes sur une marge à 35%. Ben voilà, ça va vous calculer votre marge tout de suite. Bon, là, c'est pas le cas, il n'y a pas d'histoire de marge, donc on va laisser tout ça. On va remettre nos 2400 euros on va remettre nos 2400 euros de loyer, nos 100% de marge, donc ça, il n'y a pas de sujet. Et ici, on est bon. Donc on a bien scoré le chiffre d'affaires, il n'y a pas de sujet. On va aller voir au niveau de nos charges, parce que ça me fait penser à la refacturation de la taxe foncière. Hop, ici. Alors la taxe foncière, les impôts locaux. Alors ils nous ont indiqué que la taxe foncière, elle était de 2500 euros. Donc on va la projeter 2500, donc sur tous les exercices. Pareil, alors je vais quand même la projeter un peu plus cher, parce que elle augmente chaque année et il y a peu de chances qu'elle baisse dans les années futures. Donc je vais mettre 100 euros chaque année, pardon. Donc impôts locaux 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Sachant que cette taxe foncière, elle va être refacturée à l'euro au loueur, à l'entreprise qui va utiliser les locaux. Donc ça, on met une charge ici, mais on va aussi la mettre ici. Donc du coup, au niveau du compte de résultat et même en trésor, c'est notre refacturation TF. Donc on est sur du service. Je retourne dans mes activités. Hop, détail. Novembre 2005. Alors c'est ça, c'est 2005 j'ai mis, je ne sais plus. 2005, 6, 7, 8, 9. Ok. 2005 en novembre. Ah, il m'a projeté tout ça, c'est moche. Est-ce que je peux pas vider? Hop. Donc là, vous voyez, il m'avait projeté les 2005 sur 12 mois, donc 200 euros par mois. Alors, comme si on allait annualiser. Donc là, on va pas le faire. Je veux juste qu'il me remette du zéro partout. Hop, voilà. Donc 2005, 2006. Alors, il va nous faire perdre du temps, je suis désolé, mais on va le faire ensemble. 2007. L'idée, c'est qu'on aille voir les résultats rapidement. Hop. 2008, on a dit. Hop. Et 2009. Voilà. Donc on est bon. Je vais vérifier. 2008, 2009, 2007.
2006 et 2005. Ok. Très bien, très bien. Donc on a revu là, on a vu la refacturation de la taxe foncière. Je pense qu'au niveau du chiffre d'affaires, on est bon, c'est sommaire, c'est très simple, hein. Là, le loyer, la refacturation de la taxe foncière, il n'y a pas de charge locative. Il y aura peut-être un petit peu de refacturation d'eau, mais bon, c'est peanuts, donc on va même pas le projeter. Donc je reviens juste sur l'intérêt du prévisionnel, je crois que j'en ai parlé en amont, mais voilà, je crois que la vidéo va être plus longue que prévu, vous m'en excuserez. Donc l'intérêt du prévisionnel, il est double, il est déjà d'aller chercher un financement auprès du banquier, et maintenant, donc ça c'est évidemment l'intérêt, et aussi c'est de vous conforter sur l'intérêt économique de votre projet. Et puis maintenant, de toute façon, on se rend compte que dès qu'un professionnel ou un compte bancaire, le prévisionnel il est systématiquement demandé par la banque. Donc, ce qui est plutôt bien, ça vous permet de vous questionner sur votre activité et sur, encore une fois, la pertinence économique de votre projet. Donc, on va repartir sur nos charges. Donc, qu'est-ce qu'on avait en charge? On a parlé de la taxe foncière, on a parlé de droits d'enregistrement en lien avec l'acquisition du bien. Donc là, vous avez toute une liste de charges qui sont proposées. Donc voilà, ça va de l'eau, l'électricité, le carburant, etc., etc., les honoraires, le transport, les frais de déplacement. Encore une fois, c'est une SCI, donc il n'y a pas trop de charges. Location immobilière, il n'y a pas de sujet. Location de matériel, il n'y en a pas. Les charges locatives, je suis parti du principe qu'il n'y en avait pas. De toute façon, s'il y en avait, elles seraient refacturées au locataire. Donc pour le coup, ouais, il n'y en a pas. Par contre, la prime d'assurance, il y en a une. On est parti sur ils sont partis sur 30 euros par mois, donc ils sont partis sur 360. On va projeter ça à 2%. Donc 2%, 2%, c'est l'augmentation annuelle. Parce que les assureurs, ils n'ont pas tendance, sauf erreur de ma part, les polices d'assurance, pardon, pas tendance à baisser. Donc on part sur une projection à plus 2% chaque année, ce qui est pas délirante. Études et recherches, il n'y en a pas. Il n'y a pas de documentation à acheter au sein de la SCI. Rémunération d'intermédiaire. Alors il y a pas de commission d'agence, on aurait pu la retrouver ici. Donc là il n'y a que les frais et les droits d'enregistrement, donc les frais de notaire entre guillemets, qui sont en bas comme on a dit, donc les 18 000 ici. Mais il n'y a pas de droit, il n'y a pas de frais d'agence. Les honoraires comptables, donc ça c'est les honoraires du cabinet d'expertise comptable chaque année. Là, c'est un petit projet, on va mettre 2000 euros. Alors voilà, c'est juste pour une prévision, donc c'est pas très important. Il n'y a pas de frais de déplacement, on va en mettre un petit peu. Allez, on va mettre 600 euros, voilà, par exercice. Par contre, ce qu'il va y avoir un petit peu, c'est de l'entretien et réparation dans la SCI. Alors peut-être pas la première année, donc on va partir sur un budget modeste. Mais la deuxième année, on va le gonfler un peu chaque année, parce que plus votre bien va vieillir, pardon, plus votre bien il va être sujet à réclamer un petit peu d'attention et donc de la maintenance, de la réparation. Donc là, il n'y a pas de gros travaux qui sont prévus, mais on va quand même le projeter de cette façon. C'est pas beaucoup, hein, 500 euros quand même, mais bon, partons là-dessus, encore une fois. Donc on a projeté nos charges, on a projeté notre activité, on a projeté nos financements. On a décomposé notre investissement. Encore une fois, il faudra, alors dans le prévisionnel, c'est pas dramatique. Par contre, comptablement, il faudra le faire. Là, c'est hyper important que vous le fassiez et on le fera bien évidemment. Il faudra vraiment amortir par composant sur la partie construction et travaux. Il sera évidemment hors de question d'avoir une ligne construction 25 ans. Non, non, cette ligne, elle devra bien être ventilée par type de composants, gros œuvres, électricité, menuiserie, que sais-je, enfin voilà. Et du coup, ce qui vous permet encore une fois d'avoir une durée d'amortissement en lien, en corrélation avec le type, avec le corps de métier, si je puis dire, avec le composant lié. Donc on a vu l'investissement, on a vu le financement d'activité, on a vu les charges. Le personnel, je vous le montre pas parce que de toute façon on fera un autre prévisionnel, un autre exercice plus complet sur une activité d'exploitation où là du coup on a des salaires et où ça sera un peu plus complet. Mais là il n'y a pas de personnel. Je vois pas d'autres produits comme ça, je vois pas d'autres charges. Bon évidemment il y aura des charges financières, mais elles seront déterminées par l'emprunt. Alors les comptes courants, on pourra avoir des charges financières au niveau des comptes courants. Là, les comptes courants, je les ai pas rémunérés, je crois.
peut aller voir quand même. Qu'est-ce que je lui ai dit? Non, j'ai pas l'impression qu'on les ait rémunérés. Donc les comptes courants d'associés, ils sont pas rémunérés ici. On pourrait envisager une rémunération, mais pour 20 000 euros par an, 20 000 euros, même si vous êtes sur du 2%, ça fait 400 euros par an. Ouais, bon, ok, il y a 400 euros de charges financières potentiellement à rajouter. Donc là, j'en ai pas tenu compte. Sachez que il y aura, bah, l'associé apporteur de capital, il y aura quand même un intérêt à ce qu'on le rémunère. On n'en tient pas compte, c'est peanuts sur, euh, sur le prévisionnel. Par contre, en comptabilité, ça aura évidemment. En comptabilité, en fiscalité, ça aura évidemment son importance. Quoi d'autre? Bah, du coup, on est plutôt bon. On est plutôt bon sur la saisie des éléments en lien avec le prévisionnel. Donc je vous propose, là on est en saisie, on va aller en contrôle. Et c'est là qu'on va notamment voir ce que ça donne. Sur la partie synthèse, compte de résultats. Mais ce qui nous intéresse ici, ça va être cet onglet trésorerie. C'est est-ce qu'on passe en trésorerie ou est-ce qu'on est trop court? Alors, euh, donc, vous voyez qu'on a un chiffre d'affaires de 31 300, donc c'est nos loyers 2004 x 12 plus la refacturation de la taxe foncière. Vous avez 7 197 euros d'excédent brut d'exploitation. Je vous propose c'est tout de suite d'aller voir le compte de résultat qui nous parlera plus. Voilà. Donc voilà, vous avez le détail ici. Vous avez vos services extérieurs qui sont bah, les honoraires, la prime d'assurance, l'impôt d'entretien, les déplacements, ou pas grand-chose. Les impôts et taxes, donc vous voyez le poste impôts et taxes qui est gonflé la première année bah, en lien avec les droits de mutation liés à l'acquisition du bien, ils sont ici. Cotisation TNS, il nous met il nous met quand même du cotisation TNS, donc ça je vais aller le supprimer parce que en SCI il n'y en aura pas. Personnel. Du coup. Voilà, ça me va bien. Contrôle, j'ai regardé, est-ce qu'il m'a actualisé tout ça? Impôts et taxes. Voilà, et donc là, il m'a bien supprimé mes cotisations TNS en lien avec la gérance, mais il n'y aura pas de taxation en TNS, en lien avec le TNS sur une société civile immobilière. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de rémunération. Donc vous voyez ici, chose importante, donc la SCI elle est à l'impôt sur les sociétés, et comme elle est à l'impôt sur les sociétés, on a le droit d'amortir le bien sur la partie construction bien évidemment. Et donc on va doter 7100 euros chaque exercice, ce qui permet de créer un niveau de charge assez élevé pour avoir un résultat d'exploitation qui soit diminué de la dotation aux amortissements pour payer le moins d'impôts sur les sociétés possible. Donc on voit que le résultat d'exploitation il reste quand même positif la première année malgré la dotation et malgré surtout les droits de mutation en lien avec l'acquisition du bien, et on va sur un résultat un résultat d'exploitation qui est quasiment proche de zéro. Et par contre on a des charges financières qui viennent faire passer le résultat courant et donc le résultat global à terme en territoire négatif à moins 3000. Ça va être généralement ce que vont rechercher les investisseurs sur des petits projets comme ça, avoir des résultats qui soient négatifs ou proches de zéro, tout en ayant une capacité d'autofinancement correcte permettant de rembourser l'emprunt et du coup ne pas payer ou payer le moins possible d'impôts sur les sociétés. C'est tout l'intérêt notamment de ce type de projet. Donc on voit qu'on y est sur le premier exercice, par contre on n'y est pas du tout sur les autres exercices. On voit il n'y a plus cette charge exceptionnelle des droits de mutation. On reste sur notre dotation aux amortissements à 7100 euros. Par contre, le résultat d'exploitation, il est en territoire positif et le résultat courant également, avec un résultat courant qui est de la deuxième année de 14 639 euros, qui génère un impôt sur les sociétés de 1737 euros. Alors, vous devez vous questionner ici pourquoi 1737, parce que normalement 14 639 par 0,15, ça fait pas 1737, mais vous avez le report, les déficits de l'année d'avant qu'on reporte. Donc en fait, la base taxable, c'est 14 639 moins nos 3062 multiplié par 0,15.
et ça doit nous faire nos 1737. C'est ça. Donc c'est ça moins ça fois 0,15. Vous êtes en dessous des 38 120 euros de résultat. Donc vous êtes éligible à l'impôt sur au taux réduit d'imposition, donc 15%. Donc on est sur un résultat net, donc 14 639 moins l'IS de 12 900 euros. Donc ce qu'il est important de dire aux porteurs de projet, là, c'est qu'en gros, son impôt sur les sociétés, il va être aux alentours de 2000 euros à compter de 2022. Voilà, il a une charge fiscale complémentaire de 2000 euros chaque année. Et voir un peu plus après, une fois que la dotation aux amortissements, elle sera intégralement consommée, une fois que le bien il sera totalement amorti. On n'en est pas là, je vous rappelle, je crois qu'on l'a amorti sur 25 ans. Donc, oui, on l'a amorti sur 25 ans dans notre exemple. Voilà en termes de compte de résultat. En termes de trésor, alors en termes de trésor, c'est là que c'est hyper important de regarder. C'est est-ce que en trésor on est toujours à flot? Et là en fait vous avez toute votre partie encaissement, les différents apports, donc les apports du début si je puis dire, le capital social, les comptes courants, l'emprunt, et puis après bah, chaque mois vos loyers. Et puis pareil, les décassements chaque mois. Donc au début, c'est l'investissement. Et puis les échéances d'emprunt que vous remboursez chaque mois. Et puis toutes vos charges que vous devez assumer. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez un certain nombre de charges à assumer chaque mois. Et tout ça, donc vos encaissements moins vos décassements, ça doit vous donner votre solde de trésorerie au mois le mois. Et ce qui est important, c'est de voir si ce solde de trésorerie là, il est à minima positif, et mieux, s'il a tendance à augmenter, c'est quand même plus sympa pour un chef d'entreprise de voir sa trésor augmenter dans le temps plutôt que consommer de la trésor et donc de l'avoir diminuer. Donc là, on voit qu'il augmente progressivement. Vous voyez, on est passé alors la première année, on finit à 15 000 euros de trésor sur le compte. Et puis progressivement, ça monte un petit peu, ça monte un petit peu, ça monte un petit peu. Et du coup, c'est en lien avec les différents résultats positifs qu'on fait chaque année, qui sont projetés. Et donc, on voit que pour l'instant, c'est un prévisionnel qui a l'air sur le plan du financement et de la trésor, qui tient la route. Alors, encore une fois, c'est une opération simple, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre les mécanismes qu'il y a à monter sur ce type de prévisionnel. Mais là, pour l'instant, on voit que ça tient la route. Donc moi, ce que je vous invite à regarder, c'est quand vous faites ça, c'est de regarder la partie compte de résultat. Elle est bien évidemment hyper importante, mais ce que vous devez regarder surtout, c'est votre plan de trésorerie, qui est parfois, surtout quand on est sur une société à l'IS avec des charges non décaissables telles que les dotations aux amortissements, enfin donc les dotations aux amortissements qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie. Donc le plan de trésorerie va être complètement décorrélé du compte de résultat. Enfin, il peut être complètement décorrélé du compte de résultat. Donc c'est important de regarder votre plan de trésorerie. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous faire voir d'autre? Votre CAF, donc la capacité d'autofinancement. Donc oui, ça c'est très rapidement, mais ça vous permet de voir comment on détermine une CAF rapide. Donc CAF, c'est vous partez de votre résultat, donc votre résultat net, et vous rajoutez vos charges dites non décaissables et vos produits dits non encaissables. Les charges non décaissables, c'est souvent, les dotations aux amortissements. Donc c'est une charge qui est comptable, qui n'a pas d'impact sur la trésorerie. Donc forcément, pour calculer votre CAF, on va venir rajouter à votre résultat, donc vraiment le résultat de vos affaires, les charges non décaissables de type amortissement. Et ça, c'est votre capacité d'autofinancement. Et puis bien sûr, on va rajouter, on va pour déterminer votre autofinancement net, on va venir retrancher vos remboursements d'emprunt. Et c'est là qu'on voit que vous déterminez votre autofinancement net, c'est la ligne bleue. Mais retenez que la CAF, ça c'est important. Partez de votre résultat de l'exercice, enlevez vos charges rajoutez vos charges non encaissables, non décaissables, je vais y arriver. Partez du résultat d'exercice, vous rajoutez vos charges non décaissables, dotation aux amortissements, et vous enlevez vos produits non encaissables. Un produit non encaissable, c'est souvent typiquement une reprise sur provision.
vous aviez, euh, vous aviez une provision pour risque, je sais pas, un salarié, vous avez un prud'homme avec un salarié, vous estimez que vous allez avoir un prud'homme qui va vous coûter 1000 euros au 31 décembre 2018, par exemple, vous aviez projeté ça. Et puis au 31 décembre 2019, l'affaire est dénouée, vous allez reprendre cette provision. Bah, cette reprise de provision, elle est neutre en trésorerie, elle est absolument pas neutre sur le plan du compte de résultat, mais par contre elle est neutre en trésorerie. Et du coup, bah, c'est typiquement un produit non encaissable, et du coup, il y a un retraitement pour atterrir sur votre CAF, votre capacité d'autofinancement. Le BFR, donc ouais, le BFR, donc sur une société en trésor, enfin sur une société civile immobilière telle qu'on vient de le faire, il n'y a pas trop de sujets, parce qu'il n'y a pas de BFR, parce qu'on encaisse les loyers par avance. Le bilan, donc ça vous donne une vision du bilan. Donc je passe parce qu'après on a le diaporama qui fait très bien qui vous met en visu tout ça. Mais voilà, retenez que faut s'intéresser à ça. Ça, c'est important. Donc ça, tous ces tableaux-là, là, je vais vous les faire passer. Comme ça vous permettra de. Donc ça, c'est en format Excel. Ça vous permettra de les regarder tranquillement à tête reposée, parce que je sais que je vais assez vite, même si c'est pas très compliqué, mais voilà, je pense que ça va un peu vite. Et du coup, je vais vous envoyer le diaporama. En fait, c'est le rendu client. Le rendu client, alors il n'y aura pas tous ces slides, hein, mais c'est un rendu client qu'on présente généralement au banquier avec la description du projet, le chiffre d'affaires, le compte de résultat, etc., etc. Donc c'est ce genre de choses qu'on ressort en synthèse pour le client, mais surtout pour le banquier. Voilà, donc je vais vous envoyer le diaporama comme je viens de le dire, les tableaux Excel, comme ça libre à vous, enfin je vous invite fortement à les consulter, à poser toutes vos questions. Pour poser vos questions, contact@ess-du6rh.fr. Cette vidéo elle sera disponible sur YouTube, elle sera disponible sur notre site ess-du6rh.fr. N'hésitez pas à contacter votre centre de formation, vous pouvez aussi me contacter en direct. Donc valentin.dutot@essexpertise.fr. Dans la mesure du possible, je répondrai à vos questions. Je dis bien dans la mesure du possible. Mais en tout cas, voilà, la première porte d'entrée, c'est votre centre de formation. Je vous souhaite une bonne formation et puis une bonne journée.